Le nouveau gouvernement, les priorités et bien sûr les organes de la transition sont les sujets qui seront abordés au cours de cette émission. Monsieur Aubin Guébré, directeur de la rédaction de BF1 TV, est notre invité. Bienvenue, Monsieur Guébré. Merci, Sylvestre, pour l'invitation. Merci. Alors, vous êtes sur Actuel Média Burkina, droit au but, qui vous donne les clés de lecture pour mieux comprendre l'actualité sur le plan national et international. Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et bien sûr TikTok et également Instagram. Bienvenue à tous. Monsieur Guébré, pour aller droit au but, comme nous l'avons dit, comment vous expliquez tout ce tâtonnement qu'il y a eu après le coup d'État pour la mise en place de différents organes qui devaient régir la transition au Burkina Faso? On a vu des civils parmi les membres du MPCR qui a créé du bruit, également la suspension de la Constitution et on remet cette Constitution en selle. La communication, ça t'attend pas plus tard que le premier conseil des ministres, on voit les drapeaux du Burkina renversés en l'envers. On ne comprend pas. On se dit avec tout ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou la chose n'avait pas été bien préparée. Bon, c'est vrai que ça peut donner cette impression, mais il faut dire que pour les infos que nous avons, c'est que c'est un coup d'État qui a été effectivement préparé. Ce n'est pas de l'improvisation. Visiblement, ça a été quelque chose de savamment mûri, préparé. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça a facilement réussi. Mais derrière, est-ce que on n'a pas beaucoup plus mis l'accent sur la préparation, le succès du putsch que sur qu'est-ce qu'on en fait? J'ai eu l'impression qu'il y a eu ça. C'est un peu comme l'insurrection en 2014 où on a pris beaucoup de temps pour se préparer, pour faire barrage à la modification de l'article 37, mais on n'a pas pensé à l'après Blaise Compaoré. Si bien que dès que Blaise Compaoré est parti, vous voyez tout le tâtonnement qu'il y a eu pendant quand même quelques semaines pour savoir qu'est-ce qu'on fait de notre insurrection pour la mise en place des organes de la transition. Ça a été quand même du ping-pong. On a vu que entre-temps, les politiques n'avaient pas voulu prendre leurs responsabilités. Il a fallu voir du côté des militaires finalement pour une insurrection qui était civile. Voilà. Donc cette fois-ci, ce sont les civils qui ont pris le pouvoir, mais visiblement qui avaient envie de donner une onction civile, une légitimité à leur affaire, si bien qu'effectivement là aussi, l'impression qu'on a eue, c'est que ils n'ont pas donné tout de suite du contenu au putsch en la préparant, après l'avoir pris. Donc, il fallait après s'entourer du monde pour justement préparer l'après-putsch. Et là, on s'est rendu compte justement qu'il y a eu pas mal de tâtonnements, dû certainement au fait que on n'a pas pensé justement à l'après-putsch. Qu'est-ce qu'on fait après si on réussit notre coup? Ça n'a pas été savamment mûri, si bien qu'après, il fallait visiblement prendre des conseils auprès d'un certain nombre d'acteurs, certainement avisés sur la scène politique, dans la société civile. Et donc, là, effectivement, il y a eu du tâtonnement parce qu'on a eu l'impression finalement qu'il y avait eu trop de conseillers. Ils ont tellement consulté du monde, si bien qu'à la fin, ils étaient un peu embrouillés par rapport à qu'est-ce qu'on fait de cette masse d'informations, de conseils qu'on avait sous la main. Je pense que c'est cela qui a créé ce tâtonnement qu'on a pu constater. Et quel regard vous portez justement sur tous ces spécialistes de la Constitution qui sortent, qui tirent à boulet rouge, sur ces militaires qui, à mon avis, sont des novices en la matière, en parlant de Constitution, bien sûr, ou c'est tout simplement les civils qui les ont encore induits en erreur. Parce que, bon, quand tu vois un spécialiste de Constitution comme Luc Marius Ubriga ou encore Procès Soma qui sort, qui donne des avis qui pourraient porter atteinte à la bonne marche de l'affaire, on se pose beaucoup de questions. Quel calendrier ou qu'est-ce que les gens ont derrière ce qu'ils font comme sortie? Oui, mais il faut dire que, personnellement, je pense que c'est une déception, l'attitude de nos hommes de droit. C'est une déception. Et ça n'a pas commencé maintenant. C'est depuis 2014 aussi. À la faveur de l'insurrection, on a vu l'attitude de nos hommes de droit.
Je me souviens à l'époque de cette fameuse aussi sortie de ce concept de Luc Maurice Ibriga à l'époque, qui était donc il fallait frapper d'indignité les cadres justement du pouvoir CDP à l'époque. Et ça a été justement mis dans la charte de la transition. C'est-à-dire, c'est ça qui a envoyé la loi Chérif, la loi de l'exclusion à l'époque. Oui. Et vous vous souvenez que le CDP à l'époque avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Le CDP a eu raison. On a demandé aux autorités burkinabées de la transition d'appliquer donc la décision de justice. On l'a refusé. On a consacré l'exclusion à l'époque. Des hommes de droit étaient là. Ils ont vu cette décision de justice, mais ils l'ont interprétée autrement, comme quoi la loi elle est élastique, c'est selon la position dans laquelle le sociologue et selon ses convictions, on peut l'interpréter en sa faveur. Donc déjà, tout est parti de là. On a joué avec les textes en 2014. Vous vous souvenez à l'époque, quand Ablassé Ouedraogo avait posé plainte contre Roch Marc Christian Kaboré, contre la candidature de Roch Marc Christian Kaboré, pour le fait que Roch Kaboré avait effectivement soutenu la modification de l'article 37, et ça, il y avait des preuves pour ça. Il y avait des coupures du presse qui montraient clairement le soutien de Roch Marc Christian Kaboré à la modification de l'article 37. Là, le président de la transition d'alors, Michel Kafando, n'a pas attendu que les institutions compétentes se prononcent. Il s'est même précipité de dire que Roch Marc Christian Kaboré n'est pas concerné. Vous voyez un peu? Et après, le Conseil constitutionnel est allé dans ce sens en rejetant la requête de Ablassé Ouedraogo. Donc, je pense que depuis 2014 à aujourd'hui, on joue beaucoup avec nos textes, on joue beaucoup avec la loi, et c'est bien dommage cette attitude de nos hommes de droit, de nos constitutionnalistes. Vous voyez encore avec cette deuxième transition, l'attitude des uns et des autres vis-à-vis des textes encore, comment les uns et les autres sont gênés en fonction de leur position pour donner une lecture scientifique des choses, mais on est dans d'autres considérations, si bien que le peuple est perdu. Mais ça va encore nous rattraper. Est-ce que ça donne pas raison, justement, à un de vos invités de Presse Éco, notamment Maître Kilem de Tambela, qui disait que au Burkina, on n'a que des interprètes de constitution et non des constitutionnalistes. Parce que pour lui, un constitutionnaliste, tu parles des réalités sociales d'un groupe, d'un pays, pour réellement poser les bases, les socles de ce qui pourrait régir cette, comment on appelle ça, cette société-là demain. Eh bien sûr, les textes sont faits pour régir une société. Oui. Mais malheureusement, c'est ça le dommage avec nos intellectuels. Vous savez, nos textes sont calqués sur quoi? Les textes français. Donc, on est effectivement parfois dans une interprétation mécanique ou alors dans une interprétation tendancieuse, partisane des textes en fonction de ma position. Et c'est ça qui est bien dommage. Nos intellectuels, nos jurys, parfois ne font pas preuve de distanciation pour effectivement dire le droit sur une base minimum d'objectivité, de scientificité. Et c'est ça qui est bien dommage. Là, on constate que depuis 2014, encore une fois, on joue beaucoup avec les textes. On les interprète, comme il a dit, en fonction de notre vision, en fonction des enjeux, en fonction de nos propres ressentis, mais pas dans une approche scientifique, objective des choses. Et c'est ça qui est bien dommage. Alors, quand on regarde, cela nous renvoie à ce que nous avons entendu quand nous sommes arrivés au Burkina, en venant de la Côte d'Ivoire. On se rend compte de ce message, les P-services, les routes. Est-ce que c'est pas ce clan-là qui continue de malmener l'avenir de ce pays à travers ces genres de sorties qu'il faut tout de suite arrêter si on veut un pays vraiment construit pour demain? Non, je pense pas qu'il faut accuser le PCRV, qui d'ailleurs est un parti clandestin, forcément, donc sans visage clair. Donc, on ne peut pas les accuser. C'est vrai qu'on voit des acteurs sur la place publique. On pourrait penser qu'ils font partie donc de ce parti clandestin, mais on ne peut pas tout de suite l'affirmer d'emblée. C'est difficile à dire. Donc, je ne pense pas qu'il faut accuser un parti quelconque. Moi, je vais juste sur un constat qu'on a des intellectuels qui ont du mal à être suffisamment responsables, à être suffisamment indépendants quand il s'agit de dire la vérité scientifique, de dire la réalité, d'interpréter les choses
en fonction de la réalité des textes. C'est ça qui est bien dommage. Moi, je pense qu'il y a un problème d'audace et d'indépendance de nos intellectuels. Et c'est ça que je pleure, malheureusement. Mais comment vous appréciez le nouveau gouvernement qui a été mis en place? On prend un premier ministre économiste. Je revois ce poste d'un parent à plaisanterie, Ouin Zerbo, qui dit président économiste, Bala qui était économiste, Roch qui était économiste. Et bon, c'était la catastrophe. Maintenant qu'on nous renvoie encore à un économiste, comment vous, en tant que journaliste, fin observateur de la chaîne politique nationale, vous appréciez l'arrivée des docteurs Ouedraogo, mais également du nouveau gouvernement, avec un retour, un comeback de dinosaures de la chaîne politique, notamment Yoro Boli. Bon, c'est vrai que cette fois-ci, ce n'est pas un duo d'économistes. On a un président qui est militaire et puis un premier ministre économiste. Et je pense que c'est vrai que le constat, malheureusement, qu'on fait, c'est que généralement, les premiers ministres dans les pays africains, la plupart du temps, généralement, on fait appel aux économistes. Peut-être avec derrière cette vision qui parle d'économie, parle de développement. C'est peut-être ça. Mais dans un contexte particulier qui est le nôtre, qui est que on est dans une priorité qui me semble être la seule des priorités, qui est justement la question sécuritaire. Est-ce que c'est un premier ministre profil économiste qu'il nous faut? Je ne pense pas que ça soit forcément la bonne approche. Mais comme on le dit, on attend de voir les gens au pied du mur. C'est vrai, on ne le connaît pas. C'est peut-être aussi une bonne chose qu'on ait un visage neuf. Donc, il part avec le bénéfice du doute. C'est maintenant au pied du mur qu'on verra la vérité des choses. Comme on le dit, c'est le terrain qui va commander la manœuvre. Mais je suppose que on a un président qui est militaire, qui a déjà fait le terrain. Donc, sur la question sécuritaire, ça doit être sa chose. On a un premier ministre parce qu'on se dit aussi que les deux vont ensemble. La lutte contre le terrorisme va de pair avec le développement, les questions de développement, puisqu'il est avéré aussi que l'absence aussi de développement est aussi une des causes justement du développement du terrorisme. Donc, ce n'est pas mauvais aussi qu'il y ait un économiste qui puisse planifier aussi le développement, qui puisse nous amener à faire de l'investissement utile pour nous aider justement dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. C'est peut-être une très bonne chose. On verra bien. On a vu la première sortie du Premier ministre. Mais je pense que dans ce contexte, on a beaucoup plus besoin d'un Premier ministre ou d'un président orienté communication. Je pense que le défi, il est beaucoup plus un défi de la communication. Et à partir du moment où le président est militaire, donc c'est la grande muette, donc doit parler peu, il était de bon ton, à mon avis, qu'on ait un premier ministre qui est effectivement, qui puisse tenir le crachoir, qui puisse véritablement convaincre les Burkinabés, rassurer les Burkinabés par la parole, par le discours. Il doit pouvoir toucher, il doit pouvoir mobiliser les Burkinabés pour cet objectif commun qui est donc la mobilisation de toutes les énergies contre la priorité du moment, la lutte contre le terrorisme. Mais j'attends de voir. J'ai vu ses premières prises de parole. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais je me dis que c'est peut-être l'enjeu. Les premières fois, c'est toujours compliqué. Au fur et à mesure, on verra si cette dimension est suffisamment prise en compte dans ce casting du Premier ministre. Justement, parce que je pense, quand je dis ça, je fais référence aussi au Mali, avec justement un président qui est militaire, qui ne parle pas beaucoup, mais un Premier ministre, justement, qui a l'expérience de la scène politique, mais qui a aussi l'habitude des projecteurs, du micro, qui a aussi la rhétorique, et donc qui tient véritablement la barre. Vous voyez, là, c'est le Premier ministre qui s'affirme de plus, qui est beaucoup plus en vue, et donc qui arrive à mobiliser l'ensemble des Maliens autour de cette cause. Vous voyez que la France, malgré tous ces grands canaux de communication, a du mal à tenir justement face justement à ce gouvernement malien. C'est ce que j'aurais voulu voir justement pour notre pays, mais ce n'est qu'un début. Peut-être que on verra de belles choses pour la suite. Bon, on espère, comme vous l'avez dit, que ce gouvernement, le président, ils feront un travail de fond, comme au Mali, parce qu'on a des amis par là qui expliquent la communication est bien réfléchie par une structure, par des individus, méconnus carrément de la chaîne politique, des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais qui savent anticiper les sorties
les différentes sorties du Vous l'avez gouvernement dit, français. l'anticipation, c'est très important en communication, savoir anticiper c'est ce qui peut venir, Oui. faire du monitoring, de la veille, pour pouvoir trouver les mots-clés, Oui. trouver les thématiques du moment qui puissent emballer l'opinion. C'est très important d'anticiper sur les tendances, sur les attentes, et puis préparer du contenu en fonction de cela. Et c'est en cela que le Mali a réussi son casting de l'exécutif. Quand vous voyez le Premier ministre, quand vous voyez le chef de la diplomatie, c'est de grands communicateurs. Et ça, c'est important pour un pays en crise qui a besoin de cohésion, de réconciliation, de mobiliser l'ensemble des énergies pour qu'on ait un objectif commun. On a besoin de grands communicateurs. Comme je l'ai dit, c'est pas des grands communicateurs qui manquent dans ce gouvernement, mais au-delà, j'espère que de façon souterraine, ils auront aussi des hommes capables de les aider dans ce sens. Parce que, encore une fois, je le dis, pour réussir cette mission, la communication est très essentielle. Vous avez parlé tout à l'heure des tâtonnements du début, qu'on n'aurait pas pu malheureusement voir dès le départ. C'est d'abord un régime d'exception, c'est un régime militaire. Ça devrait pouvoir aider parce qu'on le dit généralement, les militaires, tout est carré, c'est très rigoureux. On ne fait pas dans les à peu près. Voilà, la discipline hier. C'est pas le refus d'assumer ce coup d'État qui a envoyé tout ça? Oui, il y a peut-être ça. Ce que je déplore un peu, c'est ça. C'est que des militaires ont fait le coup d'État, ils ont pris le pouvoir, ils devraient pouvoir s'assumer pleinement. Mais l'impression que ça donne, c'est que on veut donner un cachet politique à ce coup d'État. Le MPSR veut se comporter comme un pouvoir issu des urnes. Et je pense que c'est ça qui risque de les perdre. Il faut qu'ils s'assument vraiment dans leur pouvoir. Il faut qu'ils jouent pleinement leur responsabilité. C'est leur pouvoir avant tout. Maintenant, il faut gouverner avec l'ensemble des fils et des filles du pays qui ont les compétences pour. Au sein des civils, il y en a. Maintenant, il doit falloir justement faire un bon casting. Mais j'ai l'impression qu'ils se font trop conseiller, parfois par des gens qui sont pendant longtemps sur cette scène, donc avec des idées classiques. Et donc, ce qui fait que on va retrouver les mêmes pratiques qu'on a l'habitude de voir pendant des décennies. Et ça, c'est ce qui sera dommage. Il faut qu'ils fassent dans l'innovation. Et pour cela, ils ont besoin aussi de travailler avec des hommes nouveaux, parce que les compétences, ce n'est pas forcément parmi ceux qu'on a l'habitude de voir depuis toute cette décennie, mais il y a des gens cachés, il faut aller les chercher, mais qui peuvent vous apporter une innovation dans l'approche, dans le savoir-faire. Alors, vous avez parlé des personnes qui les ont conseillées. On voit le retour de Yoro Boli, qui a été ministre de la Défense, ambassadeur du Burkina. Comment vous avez vu ce retour-là en tant que ministre d'État, une des personnalités de ce gouvernement? Oui, je comprends que le ministère existait déjà avec Zéphirin Diabré, qui était ministre d'État aussi, donc on a voulu garder cette configuration des choses. Yoro Boli, je pense que c'est peut-être aussi la personnalité qui a intéressé. Ce qu'on dit, c'est aussi une figure consensuelle, c'est une figure mesurée. Quand je dis consensuel, c'est aussi, je pense à ce qu'on appelle l'ancien régime, notamment le CDP, mais aussi l'ancien régime maintenant, le MPP. Ce sont des camarades, ils ont cheminé ensemble depuis l'ODBMT jusqu'au CDP, maintenant qui a donné naissance au MPP. Donc c'est peut-être une figure transversale qui peut parler avec ces deux entités CDP, MPP, parce que il faut admettre aussi que ces deux entités-là constituent aussi une bonne partie des problèmes que nous vivons aujourd'hui. C'est peut-être cette capacité à dialoguer avec ces deux entités aussi qui fait que on l'a choisi. Mais au-delà, c'est peut-être une figure aussi qui, au sein de l'opinion, n'est pas une personnalité qui est une figure qui fait polémique, qui est rejetée. Voilà. Donc peut-être c'est cela un avantage pour la réconciliation. Sans oublier aussi que c'est un homme qui a une bonne connaissance de l'appareil étatique. C'est un administrateur civil. Comme vous l'avez dit, il a été ministre de la Défense. Il a aussi été ministre de l'administration territoriale, aussi en charge de la sécurité intérieure. Et il a été justement ambassadeur aussi au Maroc. Donc, c'est un homme de réseau, c'est un homme de carnet. Donc, il peut aussi, l'expérience, apporter cela justement dans le succès de la mission du MPSR, je pense. Bassolma Bazier, ministre de la fonction publique, un piège ou un avantage, un piège pour l'intéressé ou tout simplement un avantage pour les travailleurs?
À la fois un piège et un avantage. À la fois un piège et un avantage. Un piège parce que, justement, c'est un homme, une figure consensuelle aussi. C'est quelqu'un qui joue d'une bonne cote de sympathie au sein de l'opinion. Rentrer dans un gouvernement après tout ce qu'il a dit, parce qu'il y a un passif en termes de discours, qui peut poser un problème de logique. Et donc, du coup, rentrer dans un gouvernement, il y a beaucoup de risques d'échec. Ça, c'est clair. Et là, il sait que il risque gros au sortir donc de ce gouvernement de transition. Donc, ça, c'est peut-être le piège. Peut-être aussi que on a voulu le piéger en se disant, en le mettant, on ferme une grande bouche, une grande gueule. C'est peut-être aussi un objectif. L'autre objectif pour les tenants du pouvoir, Damiba et son staff, c'est peut-être de dire aussi que avoir une figure consensuelle dans notre gouvernement, c'est donner un cachet de crédibilité justement à cet exécutif. C'est très important. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'homme est reconnu comme quelqu'un d'intègre, en tout cas, de ce que l'on voit, de patriote, volontaire, audacieux. C'est important aussi d'avoir donc ce type de personnalité dans un exécutif. Ça donne une caution justement morale, d'intégrité à ce gouvernement. Pour le MPSR, je pense que c'est une réussite d'arriver à convaincre un tel monsieur d'entrer dans ce gouvernement. Maintenant, ça peut être un avantage, je pense, pour le monde du travail, parce que Bassolma Bazier a pendant longtemps défendu la plateforme revendicative des travailleurs. Il est clair qu'il connaît mieux que quiconque le dossier des travailleurs, les attentes des travailleurs. Et en venant au ministère de la fonction publique du travail, voilà, il a désormais en charge le dialogue social. Je pense que ce n'est pas fortuit s'il a choisi ce département ministériel. C'est pour justement, à mon sens, il y a cette volonté de répondre aux attentes des travailleurs. Il est clair. Et je suppose, moi je pense, connaissant l'homme, qu'il ne va pas rentrer dans un tel gouvernement sans avoir un minimum de garantie, un minimum d'acquis. Je sais que certainement, il a dû négocier quelques points contenus dans la plateforme des travailleurs en se disant, je suis prêt à venir travailler avec vous, mais en contrepartie, permettez-moi de faire aboutir un certain nombre de dossiers. C'est sûr qu'il a eu des garanties et je suis sûr que en allant dans ce gouvernement, et là déjà dans sa besace quelques solutions à certains problèmes des travailleurs, et je suis sûr que très vite, il va certainement obtenir des acquis pour le monde du travail. Et je pense qu'il est en mission dans ce sens aussi. C'est peut-être là aussi que le monde du travail devrait pouvoir comprendre la chose et l'accompagner dans ce sens. Mais je comprends la CGTB qui très rapidement s'est démarquée parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'il est là-bas pour représenter les syndicats. Voilà, les syndicats. Il faut se démarquer clairement parce qu'en cas d'échec, on risque de vous amputer cet échec. Donc, il faut s'en démarquer très vite. Je comprends leur position, mais je sais que derrière, ils doivent se dire que c'est aussi une bonne opportunité pour nous d'avoir des acquis. Parce qu'il faut l'admettre que depuis 2016, le monde syndical a eu peu d'acquis avec le régime Kaboré. Il faut admettre aussi que le régime de Roch-Marc Christian Kaboré a réussi quand même à casser du syndicat. À casser du syndicat. Qui aurait cru que... Et tout le reste d'ailleurs, avec la société civile, on a arrêté des activistes emprisonnés. Mais qui aurait cru que l'UTS pouvait passer? Ben voilà, c'est passé. Et je pense que ce que les syndicats n'ont pas pu obtenir par la lutte dans la rue, ils peuvent l'obtenir justement avec Bassolma Bazier dans le gouvernement. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. Mais déjà, vous avez parlé des forces. On voulait que vous reveniez sur les forces et les faiblesses de ce gouvernement par ces temps d'insécurité, mais également tout ce qui entoure l'évolution sociale du Burkina. Oui, les faiblesses, je pense d'abord, c'est l'inexpérience des hommes. Quand bien même il y a quelques hommes d'expérience. On a parlé tout à l'heure de Yeroboli. Il y a aussi le ministre de la Défense qui revient, donc il y a un minimum d'expérience aussi. Donc c'est peut-être l'inexpérience de l'équipe parce que la plupart ce sont des visages neufs, donc qui n'ont pas forcément une bonne connaissance de la gouvernance à ce niveau de responsabilité. Ça peut être le handicap, mais pour le reste, c'est aussi
Le point faible, c'est aussi qu'on est à un niveau aussi où il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Depuis 2016, les Burkinabés sont fatigués. Il faut l'admettre qu'on a touché le fond. On a envie de rebondir. Et donc, il y a beaucoup d'attentes. Donc, ça aussi, ça va être assez difficile pour eux. Dans un environnement aussi où la veille citoyenne elle est assez forte, hein, notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui. La veille citoyenne elle est assez forte, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il est clair que on va pas leur faire de cadeaux, surtout aussi avec le régime qui vient de perdre le pouvoir. Très vite, ils vont se remettre dans la peau de l'opposition et pour leur rendre la vie assez dure. Donc ça, c'est des difficultés parmi tant d'autres. Mais et pas de ce gouvernement aussi part avec des avantages aussi. D'abord, quand c'est les militaires qui sont au pouvoir, ça veut dire que désormais, sur la question sécuritaire, pendant longtemps, on nous a fait savoir que c'est parce que le politique n'accompagnait pas suffisamment le militaire, l'opérationnel sur le terrain. Désormais, les militaires ont à la fois les manettes politiques et puis le pouvoir militaire. Donc les deux, ils ne pourront plus jamais se plaindre du fait qu'on ne les a pas donné toutes les ressources pour faire le travail. Ils ont tout désormais, toutes les cartes désormais entre les mains. Je pense que ça, c'est un avantage. Ça, c'est un avantage clairement établi. L'autre avantage, c'est peut-être aussi que dans ce gouvernement assez resserré aussi quand même, on a quand même des figures assez intéressantes, des hommes, entre guillemets, assez patriotes et assez intègres et assez audacieux. On espère que l'un dans l'autre, tout cela va leur permettre justement d'aller très vite vers des résultats pour le bonheur du peuple burkinabé. En 2 phrases, dites-nous quelles devraient être les priorités pour ce gouvernement. Les priorités, moi, je vois 2 choses. Tout de suite, c'est rapidement nous annoncer des victoires en termes de reconquête de territoires perdus et de retour des déplacés internes. Moi, je pense que c'est la priorité des priorités. Si dans 1 mois, 2 mois, de façon silencieuse, sans trop de bruit, on fait des résultats et qu'après on communique sur ces résultats avec le retour des déplacés internes dans certaines localités, derrière avec aussi le service après-vente. Parce qu'on a vu de par le passé, on a très vite dit qu'on a libéré tel ou tel territoire, on est parti après et les terroristes sont revenus. Je pense que aujourd'hui, il sera question de libérer des territoires, de consolider la paix, travailler au retour de l'administration, au retour des déplacés internes. Donc le service après-vente devrait être très important désormais dans ce sens. Donc la question de la reconquête des territoires et le retour des déplacés internes, c'est la priorité des priorités. Mais derrière, l'autre axe, ça sera une lutte farouche, justement, contre justement la corruption, la malgouvernance, la mauvaise gestion des deniers publics. En un mot, l'opération main propre annoncée par Roch-Marc Christian Kabore devrait véritablement se concrétiser avec ce pouvoir de la transition, parce que ça va de pair. Vous ne pouvez pas gagner la lutte contre le terrorisme en permettant, en fermant l'œil sur la mauvaise gestion. Parce que quand je parle de mauvaise gestion, j'ai dans le viseur aussi la gestion, la gouvernance sécuritaire, justement les ressources allouées à la lutte contre le terrorisme. Donc, des audits annoncés à tous les niveaux. J'ose croire que au sein aussi des forces de défense et de sécurité, ces audits-là aussi seront réalisés pour qu'on sache ce qu'on fait des ressources allouées justement au secteur de la sécurité. C'est très important. Donc pour moi, c'est les 2 priorités justement, la sécurité, mais aussi la question de la bonne gouvernance. D'accord. C'était Aubin Guébry, rédacteur en chef de BF1, présentateur de l'émission Surface de vérité. Nous allons nous arrêter ici et peut-être nous aurons encore l'occasion de discuter sur d'autres sujets liés à la vie politique et sociale du Burkina Faso. Vous pouvez nous retrouver toujours sur les différentes plateformes, comme je le disais, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram et bien sûr TikTok. Au revoir et à la prochaine.